Bienvenue sur le podcast de Réflexe Patrimoine. Je suis Kevin Branget, ancien banquier et fondateur de mon propre cabinet en gestion de patrimoine. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous les bons réflexes à adopter pour construire ou gérer votre patrimoine immobilier, financier, pour maîtriser votre fiscalité ou encore anticiper votre retraite et votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonne écoute à tous. Et aujourd'hui, on va parler de SARL de famille pour investir. Peut-être que de nombreux d'entre vous connaissent la SCI, mais est-ce que c'est vraiment le bon réflexe pour investir, gérer et transmettre un patrimoine immobilier ? Alors c'est vrai que la SARL de famille est plutôt méconnue du grand public, mais elle fait figure de concurrente sérieuse, et c'est vrai que nous, en gestion de patrimoine, c'est une stratégie qu'on aime à adopter lorsqu'on veut investir dans un bien immobilier. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de voir quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de cette stratégie, et puis en conclusion, de voir un petit peu si cette stratégie patrimoniale d'investissement immobilier peut se prêter à votre situation. Donc, une SARL de famille, c'est un type de société à responsabilité limitée. C'est une SARL, comme son nom l'indique, qui a pour vocation de gérer des biens d'habitation cédés en location. Donc c'est un mode de détention de biens locatifs. La particularité par rapport à une SCI, c'est que dans une SCI, les associés, la qualité des associés, on s'en moque un peu. Ça peut être des personnes physiques, morales, qui aient un lien de parenté ou pas. Par contre, dans une SARL de famille, comme son nom l'indique, c'est une SARL de famille. Donc il faut qu'il y ait un lien de parenté entre les associés. Que ce soit des parents-enfants, descendants-ascendants, peu importe, frères-sœurs, ça marche aussi, mais également un lien matrimonial, que ce soit le mariage ou le Pacs. Voilà. Alors, quand même, petit point de vigilance sur le Pacs. Aujourd'hui, le Pacs, si vous constituez une SARL de famille pour investir dans un bien immobilier locatif avec votre partenaire de Pacs et que vous venez à vous séparer, ça peut remettre en cause la qualité de SARL de famille. Parce que la qualité des associés, donc le lien de parenté entre les associés, non seulement il est obligatoire pour constituer la société, mais il est également obligatoire tout au long de la durée de vie de la SARL de famille. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Donc si toutefois vous constituez une SARL de famille avec un partenaire de Pacs et que vous venez à vous séparer, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à demander à votre partenaire, enfin à votre ex-partenaire de céder les parts à quelqu'un de votre famille avec qui vous avez un lien de parenté direct pour vraiment véritablement conserver cet aspect de SARL de famille. Alors quels sont les avantages de la SARL de famille plutôt qu'une SCI ? Une SCI, entre guillemets, on a le choix entre l'IR et l'IS. Ici, nous, la SARL une SARL, c'est une société commerciale qui, par défaut, est à l'impôt sur les sociétés, mais on a une option pour rester à l'IR, ce qui est plutôt avantageux. On évite ainsi la double imposition, IR plus IS, on reste véritablement à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. La base imposable est en proportion du capital détenu. Dans mon exemple, je reprends l'exemple précédent, vous avez constitué une SARL de famille pour gérer un bien immobilier avec votre partenaire de Pacs. Vous avez opté pour une répartition égalitaire des parts, c'est-à-dire que vous détenez tous les deux 50% du capital, vous allez percevoir chacun 50% des loyers. La responsabilité des associés, elle est limitée, contrairement à la SCI. La SCI, c'est une société civile dans laquelle votre responsabilité est par définition illimitée. Alors, responsabilité limitée, illimitée, c'est quoi la différence ? Lorsque votre responsabilité elle est limitée aux apports que vous avez mis dans cette société. Donc ça, c'est quand même en termes de protection des associés par rapport à un investissement immobilier, c'est pas neutre. C'est clairement pas neutre du tout. Ensuite, vous avez la possibilité de combiner le LMNP et le statut de LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et la SARL de famille. Et c'est là où réside véritablement tout l'avantage. Le statut de loueur meublé non professionnel, il permet de déduire des amortissements. Vous avez la possibilité d'amortir le bâti, mais aussi le mobilier. Alors l'amortissement, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est la possibilité qui vous est donnée de constater comptablement parlant l'usure d'un bâtiment ou de biens mobiliers, des meubles que vous avez pu mettre dans votre appartement. Donc concrètement, je vais reprendre le même exemple que j'avais donné lors de mon précédent podcast. On va prendre un appartement à 150 000 euros. On va partir du principe que, parce qu'effectivement quand on fait un amortissement comptable, il faut différencier le bâti
bâti du terrain, mais dans un bâtiment, on va dire que 150 000 euros, c'est déjà avec la partie terrain exclue. Donc vous avez un bien de 150 000 euros que vous amortissez sur 20 ans, ça vous fait un amortissement de 7 500 euros. Et donc ça, c'est une charge que vous pouvez déduire de vos loyers, c'est une charge non décaissée, mais réelle. Donc voilà. Et c'est là où réside vraiment tout l'avantage du statut LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est véritablement cet amortissement. Alors pour autant, vous êtes en société, en SARL de famille, mais en cas de revente, vous restez sur l'imposition de la plus-value en fonction du barème des particuliers. Et ça, c'est hyper avantageux, et c'est là où est la grosse différence par rapport à une SCI à l'IS. SCI à l'IS, vous avez tout à fait la possibilité, à l'impôt sur les sociétés, pardon, vous avez tout à fait la possibilité d'amortir votre bien. Ça, c'est quelque chose qu'une SCI à l'IS peut tout à fait faire. En revanche, si un jour vous venez à vendre le bien, eh ben, on va tenir compte de ces amortissements dans le cadre de la revente, pour le calcul de la plus-value. Je m'explique. Reprenons mon exemple de tout à l'heure où j'avais un appartement à 150 000 euros. Je l'ai amorti, je le vends au bout de 7 ans, admettons. Donc, en gros, j'ai fait 7 500 euros d'amortissement x 7. On est d'accord jusque-là. Donc 7 700 euros x 7, ça fait 52 500 euros d'amorti. Donc ces 52 500 euros, en réalité, il faut que je le diminue de la valeur de mon bien. Donc je fais 150 000 euros moins 52 500 euros, ça fait 97 500 euros. Si je vends le même bien, l'appartement, à 150 000 euros, en réalité, on est d'accord, le bon sens voudrait qu'on n'ait pas fait de plus-value. J'ai vendu mon bien le prix que je l'ai acheté. Oui, mais c'est sans tenir compte de l'amortissement. Donc en réalité, comptablement parlant, vous avez amorti 52 500 euros, donc votre bien, il vaut, comptablement parlant, encore une fois, 97 500 euros. Donc, en gros, même si vous vendez le bien, le prix que vous l'avez acheté, vous avez un delta de 52 500 euros parce qu'on va tenir compte des amortissements que vous avez comptablement soustraits à vos loyers pendant X années, 7 dans mon cas. Donc ça, c'est la limite de la SCI à l'IS, et dans le cadre d'une SARL de famille, vous êtes pas du tout, on ne tient pas compte de ces amortissements dans le calcul de la plus-value. Donc si je reprends mon exemple, vous avez acheté un bien 150 000 euros, vous le vendez 150 000 euros, plus-value 0 parce que on ne tient pas compte des amortissements. Ensuite, vous avez, si toutefois, grâce à ces amortissements, vous venez à réaliser un déficit, donc c'est-à-dire que vos loyers, moins les charges, vous avez des charges qui sont supérieures à vos loyers, donc vous êtes en négatif à la fin de l'année, comptablement parlant, ce déficit, il est reportable de manière illimitée dans le temps. Et ça, c'est un gros avantage par rapport au déficit foncier, notamment, qui est reportable également, mais dans la limite de 10 ans. Ensuite, pourquoi parce qu'on a dit que la SARL de famille, on avait la possibilité de combiner le statut de loueur meublé non professionnel. Alors pourquoi ne pas faire un LMNP en direct ? Eh bien, c'est la capacité de constituer une société, ça vous permet d'augmenter votre capacité d'emprunt grâce au cumul des associés. C'est un peu le principe, si j'y vais tout seul, j'ai un budget qui est le mien. Si on met en commun les moyens, effectivement, on aura un budget qui est peut-être un peu plus intéressant, et on va pouvoir investir dans un bien immobilier qui est peut-être un peu plus cossu. Ensuite, ça permet d'éviter le passage en loueur meublé professionnel avec la répartition des bénéfices. Si toutefois vous avez déjà des investissements immobiliers sous le statut de LMNP, vous êtes, au bout d'un moment, vous serez peut-être concerné par le passage de statut en LMP, ce qu'on appelle le loueur meublé professionnel. Le critère, alors ça, il y a plusieurs critères. Le principal critère, c'est que ça veut dire que vos loyers représentent plus de la moitié de vos revenus. Donc ça peut être, pour pallier justement à ce passage en LMP, en loueur meublé professionnel, on peut, par le truchement de SARL de famille, avoir une répartition du bénéfice, une répartition de la détention du capital qui peut être opportune. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en gestion de patrimoine. Alors on se dit, bon, les loyers qui font plus de la moitié, qui représentent plus de la moitié de mes revenus, pendant la vie active, vous n'aurez peut-être pas forcément de soucis
souci là-dessus. Par contre, généralement, quand on fait des biens immobiliers, c'est pour se constituer un revenu complémentaire soit immédiat, soit en perspective de la retraite. Et qui dit retraite dit baisse des revenus, parce que vous avez un régime, enfin vous passez d'un salaire à un régime de retraite. Et donc là, potentiellement, effectivement, les loyers peuvent plus facilement représenter la moitié de vos revenus. Donc ça, la SARL de famille, c'est un bon moyen effectivement de répartir, de répartir son capital et puis de la répartition des bénéfices pour éviter le passage en loueur meublé professionnel. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les avantages, quels sont les inconvénients ? Alors pour les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que, comme on l'a dit, la SARL de famille, elle est à l'IR, à l'impôt sur les revenus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est transparente fiscalement parlant. Donc en gros, la SARL de famille, elle va encaisser aucun loyer, officiellement. C'est vous, en tant qu'associé de cette SARL, qui allez déclarer les loyers perçus. Et si vous avez déjà de bons revenus par ailleurs, et une tranche marginale d'imposition qui est plutôt élevée, ça va venir rajouter des revenus à tout ça, et donc mécaniquement parlant, augmenter votre imposition. Donc là-dessus, on n'est clairement pas dans une stratégie de défiscalisation, encore que aujourd'hui, avec la possibilité de combiner le statut de loueur meublé non professionnel, et puis notamment les amortissements, on va quand même limiter fortement l'impact fiscal, mais si toutefois, malgré l'amortissement, vous avez toujours des revenus, des BIC à déclarer, ça va venir se rajouter à vos autres revenus, ce qui peut aggraver votre fiscalité. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut toujours respecter le lien familial, on l'a dit plus haut, c'est plutôt restrictif par rapport à la SCI. Troisième inconvénient, c'est la liberté dans la rédaction des statuts qui est plutôt contrainte. Ici, on est obligé de respecter certaines normes en la matière. C'est vrai que la SCI est un petit peu plus souple en matière de rédaction des statuts. La possibilité, vous n'avez pas la possibilité de faire de la location nue, c'est uniquement du meublé, c'est une société commerciale. Une SCI, pareil, par définition, c'est une société civile, elle ne peut pas faire de meublé, ou alors elle peut faire du meublé soit à la marge, il ne faut pas que ça représente plus de 10% de ses revenus, si toutefois elle est à l'IR, ou il faut qu'elle passe automatiquement à l'IS. Voilà. Ici, vous n'avez pas le choix, une SARL de famille, c'est pourquoi ? C'est pour faire du meublé. Voilà, point final. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité de mettre à disposition gratuitement un logement. Dans une SCI, notamment dans des stratégies d'OBO immobilier, ce qu'on peut faire sur certains clients, des stratégies de vente à soi-même, on met à disposition gratuitement souvent la résidence principale qu'on a apportée, qu'on a vendue à la SCI. Ici, dans le cadre d'une SARL de famille, vous n'avez pas la possibilité de mettre à disposition gratuitement un logement, que ce soit à des associés ou à des tiers. Donc si vous, typiquement, j'ai eu le cas sur un client il n'y a pas très longtemps au cabinet, qui souhaitait constituer une SARL de famille avec ses enfants, et puis intégrer du coup, mettre en location, enfin ne pas mettre en location justement, mettre à disposition le logement gratuitement à l'un de ses enfants, c'était pour faire ses études. On n'a pas opté pour la SARL de famille parce que même si c'était du meublé, même si la SARL de famille était intéressante dans leur cas, on n'avait pas la possibilité de mettre à disposition gratuitement le logement, et c'était un petit peu bête de mettre un loyer parce qu'en fin de compte, c'était comme si on sortait de l'argent de la poche A pour le mettre dans la poche B, sauf qu'au milieu, il y a la fiscalité, donc c'était se fiscaliser soi-même, fiscaliser de l'argent qu'on détenait déjà, donc c'était un petit peu contre-productif. En cas de divorce, je le disais tout à l'heure, en cas de divorce ou de séparation du partenaire de Pacs, votre SARL, si tant est que les parts ne soient pas cédées à un associé qui a un lien de parenté direct avec vous, c'est quoi la conséquence ? Votre SARL va passer à l'IS. Elle va passer à l'impôt sur les sociétés. Et là, on retombe dans le cas un petit peu de l'ASCI à l'impôt sur les sociétés. Dans le cadre, ce qui va changer principalement, c'est les obligations comptables déjà, même si dans le cadre d'une SARL, vous en avez quand même, mais c'est surtout par rapport à l'imposition de la plus-value. Vous quittez le barème des particuliers pour revenir gentiment sur le barème des plus-values professionnelles. Et là, c'est pas du tout la même appréhension, puisqu'on va tenir compte des amortissements comptables dans le calcul de la plus-value. Donc effectivement, ça c'est un gros point d'attention. Ici, vous avez des cotisations sociales à payer même sans résultat. Voilà. Ici, dans une SARL de famille, vous êtes dans une société commerciale, vous avez des cotisations sociales, donc même si vous avez pas forcément de logement en face, de revenus en face, vous avez quand même des cotisations
social à payer, environ 1 000 €. Et donc le dernier point que sur lequel j'ai envie d'appréhender, enfin d'attirer votre attention sur les inconvénients, c'est attention à la rédaction des statuts. Attention à la rédaction des statuts. Les statuts, c'est véritablement ce qui va faire foi entre vous, entre les associés, et ça va généralement fixer le cadre de transmission de parts, d'acceptation de nouvel associé, les droits et devoirs de chacun. Quand tout le monde s'entend bien, généralement dans une SARL de famille, l'entente est plutôt bonne. Pour autant, n'hésitez pas à prévoir dans les statuts tous les cas de figure. J'ai malheureusement déjà vu des familles qui s'entendaient très bien, et pour X ou Y raison, l'entente n'étant plus au beau fixe, on s'est reporté gentiment au statut pour savoir un petit peu quelles étaient les obligations et les devoirs de chacun, parce que du coup on avait un dialogue qui était totalement rompu entre les membres de cette même famille. Donc attention à la rédaction des statuts, c'est un peu l'adage espérer le meilleur mais préparer le pire. Voilà. Donc en conclusion, sur la SARL de famille, la SARL de famille, c'est un très bon outil, mais à manier avec précaution, et dans l'idéal, sous les conseils d'un professionnel. Je ne saurais que vous recommander de prendre conseil lorsque vous envisagez ce genre de stratégie d'investissement, qui peut être très intéressante, mais qui a quand même à manier avec précaution. Attention également au risque, on ne l'a pas abordé, mais au risque d'avoir des difficultés de financement auprès des banques. Moi, je suis un ancien banquier, je peux vous en parler d'expérience. En effet, les banquiers maîtrisent plutôt mal ce format. Donc ça ne veut pas dire que on a des difficultés de financement insurmontables, bien loin de là. Nous, au niveau du cabinet, on a réussi à financer des stratégies en termes de SARL de famille. C'est simplement qu'il va y avoir un devoir de pédagogie, alors soit de votre part, mais si toutefois vous avez délégué donc le financement à un courtier par exemple, assurez-vous que le courtier, lui, il ait bien connaissance de ce dispositif, des modalités, et qu'il puisse présenter correctement du premier coup votre stratégie d'investissement et pourquoi on le fait sous cette forme et qu'est-ce que ça change concrètement en termes de financement. Donc voilà, donc ça c'est un point d'intention. C'est vrai que les banques connaissent traditionnellement l'investissement au travers d'une SCI, ça se finance plutôt facilement. Une SARL de famille est peut-être un peu plus demande un petit peu plus d'explications aux banquiers pour qu'ils comprennent vraiment les tenants et les aboutissants et qui vous financent tout simplement l'investissement immobilier que vous souhaitez. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans la rédaction des statuts, qui peuvent être assez techniques, et puis on l'a vu, la rédaction des statuts, c'est un point hyper important pour éviter tout problème dans le futur. Si toutefois vous avez un conflit familial qui vient à bloquer complètement les discussions et puis la prise de décision au niveau de votre SARL de famille. Donc on l'a vu, pour résumer, la SARL de famille, c'est franchement un super outil pour qui veut investir dans un bien immobilier meublé, pour faire de la location meublée. C'est un bon moyen de mettre en commun les moyens, c'est un bon moyen également de limiter l'impact fiscal par rapport à cet investissement, par rapport à chaque associé, puisqu'on peut amortir le bien, et c'est un super moyen également d'éviter de passer sur l'imposition des plus-values à l'IS, comme on peut avoir des professionnels. On reste vraiment sur le barème des particuliers, et ça c'est franchement hyper intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la SARL de famille. SARL de famille ou SCI, n'hésitez pas à prendre conseil par rapport à votre stratégie d'investissement, votre stratégie patrimoniale, et puis je vous retrouve à très vite pour d'autres sujets. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site reflex-patrimoine.fr ou à contacter directement mon cabinet conseil. On se retrouve bientôt pour un autre podcast et d'autres bons réflexes.